Ici Normand Séguin, je vous souhaite la bienvenue à cette série portant sur les grands moments de l'histoire musicale. Et aujourd'hui, nous en sommes à la dernière émission qui va porter, elle, sur la musique du présent et de l'avenir en compagnie de Docas Moyer. Docas Moyer, si je comprends bien, vous avez choisi de faire en quelque sorte un bilan du XXe siècle, qui est un siècle qui a été vraiment très prolifique, un siècle vaste. On ne sait pas trop par où commencer, mais c'est vraiment un bilan que vous voulez faire. C'est une émission assez spéciale. Je voudrais faire trois choses, trois objectifs. Première étape, dégager les lignes de force qui ont marqué le XXe siècle en m'attardant sur les œuvres toutes récentes comme aboutissement de ces lignes de force. Ensuite, j'aimerais bien faire une mise au point. Aujourd'hui, où en sommes-nous exactement? Qu'est-ce qui se passe dans la dernière décennie du XXe siècle? Et comme aboutissement logique, une réflexion, la musique de l'avenir. Au seuil du XXIe siècle, il est donc utile de se poser la question de quel côté allons-nous nous tourner dans l'avenir. En matière musicale, est-ce que le passé est nécessairement garant de l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que ce que nous avons comme information historique jusqu'à maintenant peut nous conduire sur certaines pistes pour l'avenir? C'est possible. Cependant, ce sera davantage une réflexion sur les possibilités entrouvertes au seuil du XXIe siècle. Et quand on parle de musique du présent, de musique d'avenir, il y a un compositeur qui nous vient en tête, Stockhausen. Stockhausen, de qui nous avons entendu son chant de Katinka, interprété par Lise Daou. Quelle est l'importance de Stockhausen, à votre avis? Justement, cette œuvre que je vous ai présentée tout au début de cette émission est un peu le symbole du contenu de l'émission d'aujourd'hui. C'est une œuvre qui date de 1986, donc tout à fait récente, et elle fait partie d'une vaste fresque qui porte le titre Licht, une fresque immense qui est encore inachevée. Donc c'est encore une œuvre en devenir. Et je l'ai choisi donc comme un symbole, ce symbole d'une conception nouvelle du théâtre musical où l'instrumentiste devient en même temps danseur, acteur, interprète, mime, tout est intégré dans ce rôle d'interprète instrumental. Et malgré tout, la gestuelle, la mise en scène, le décor sont aussi importants que la musique. Cette œuvre associe une bande magnétique avec le chant de la flûte, avec la voix de l'interprète et simultanément la musicienne chante, souffle, respire et produit des sons à la flûte par une technique qui est tout à fait spéciale. Donc une conception tout à fait nouvelle d'une interprétation scénique et d'une œuvre qui a en soi une signification symbolique tout à fait à part. Licht, comme œuvre, est d'une connotation mystique, non pas religieuse chrétienne, mais dans une association, dans une perspective de la spiritualité orientale transposée en Occident. Voilà ce que cette œuvre présente et pour nous, justement, elle est le symbole du dépassement des frontières, des cultures, de spiritualité et d'aspiration de l'art musical d'aujourd'hui.
Le chant de Katinka, c'est un rite imaginaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Stockhausen a justement voulu présenter une situation limite, ce moment de passage à la lumière, donc l'instant de la mort, en s'inspirant des rituels orientaux, tibétains en particulier, avec une touche spéciale de l'Occident. L'ensemble est stylisé d'une façon tout à fait imaginative et l'œuvre est remplie de symboles. À vrai dire, c'est vraiment une nouvelle conception du théâtre musical, du rôle de l'interprète, en même temps acteur, danseur, chanteur, instrumentiste, tout est intégré. Donc une nouvelle vision de ce qu'on peut faire sur la scène musicale. Mais Stockhausen n'est pas le seul. On pense aussi à Kagel qui apporte une facette très originale au théâtre instrumental. Oui, Kagel est une autre piste et une autre vision, j'oserais dire, c'est aux antipodes de Stockhausen et pourtant c'est la même idée, la même esthétique, les mêmes aspirations qui mènent les deux compositeurs. Dans le théâtre musical et le théâtre instrumental de Kagel, nous nous retrouvons devant une autre tentative d'intégrer la vie quotidienne à travers les instrumentistes qui improvisent en apparence une scène musicale intégrant les moments du quotidien. L'œuvre que je voulais vous présenter ici, c'est un grand duo pour harpe et saxophone. Harpe et saxophone signifiant, représentant l'élément féminin et l'élément masculin, si vous voulez, de façon prosaïque, un couple dans sa vie quotidienne, avec ses douceurs, ses tendresses et les chamailles qui s'ensuivent. Enfin, tout le symbole, sans parole, sans le verbe, mais avec des gestes. Et les gestes sont extrêmement importants, la signification de ce quotidien, de ce banal, intégré par les moyens musicaux sur la scène, c'est un univers en soi et ce serait fascinant de pouvoir le suivre. Donc, ce banal et ce quotidien dans le théâtre de Kagel nous apporte le contrepoids de la vision grave et mystique de Stockhausen pour nous faire sentir que la vie ordinaire a son poids et son importance, sa présence sur la scène musicale. Témoin ce texte de Cage qui peut parfaitement être adapté à la création de Kagel. Qu'est-ce que le banal? Qu'est-ce que le quotidien? Sinon l'essentiel de l'existence. Doit-on considérer le théâtre musical au XXe siècle comme une entreprise expérimentale? Tout à fait, parce que c'est le champ d'exploration privilégié où il est possible d'intégrer l'absurde, la dérision et en même temps cacher une profondeur tout à fait insoupçonnée.
Et à propos du théâtre musical de Kagel, je voudrais ici vous proposer une réflexion sur une notion que j'ai déjà mentionnée au sujet du XXe siècle, qui est celle de la présence de l'élément baroque dans l'ensemble de la production musicale de notre siècle. Il s'agit de ce qualificatif qui apporte avec soi le bizarre, l'étrange, irrégulier, insolite. Et il n'est pas difficile de trouver l'application de ces adjectifs un peu à travers toute la musique du XXe siècle, depuis le début jusqu'au temps récent, notamment dans le théâtre musical, dans le théâtre instrumental. Cette présence du bizarre et de l'insolite comme un moyen de provoquer, de choquer, de montrer qu'il y a une crise qui est dans l'air et que cette crise apporte avec soi beaucoup d'idées nouvelles, très fertiles, même si parfois on est confronté à l'absurde. Donc la notion du baroque est constamment présente dans la musique du XXe siècle. Nous allons trouver comme un moteur, comme un dynamisme très particulier à cette musique. Il s'agit simplement de comprendre que ce phénomène est cyclique et que le baroque, en tant qu'instant de crise, est quelque chose d'extrêmement significatif, donc que ce n'est pas un anachronisme que d'utiliser l'expression baroque pour la musique du XXe siècle. On peut donc parler de crise du modernisme. À vrai dire, je pense que le XXe siècle est une immense crise du modernisme qui commence probablement à se résorber, à se calmer juste dans le temps présent. Et cette crise du modernisme est une réaction, comme il en était déjà question au moment où nous avons parlé du début du XXe siècle, une réaction devant la recherche et l'impuissance de prolonger les formes, le langage et le style traditionnel. Donc, à l'instant où nous nous trouvons, cette crise est le phénomène marquant du XXe siècle qui se manifeste de façon la plus explicite dans les exemples musicaux que nous avons eu l'occasion d'entendre. Mais dans ce sens, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire entre le théâtre musical et les arts visuels, par exemple? Tout à fait. Et justement, je voulais vous proposer ici un exemple qui me paraît bien caractéristique, qui est à peu près contemporain aux premières réalisations de ce théâtre musical, théâtre instrumental. Dans le mouvement Fluxus, dans les années 1963, il y a eu ce genre d'esthétique, de manifeste, si vous voulez, qui aspirait justement à intégrer l'absurde, le banal, parfois même le vulgaire dans l'élément sculptural, visuel. L'œuvre de Ben, le magasin de Ben, qui est justement un exemple typique, on l'a gardé au musée Beaubourg à Paris, qui est quelque chose de tout à fait spécial, dont certaines étiquettes significatives qui concernent directement la musique. Écoutons-le. Ah oui, par exemple, au lieu d'écouter un disque, achetez-vous une vache et mettez-la dans le salon, puis écoutez-la. Et puis un deuxième texte, je crois, celui-là aussi, qui peut nous permettre de sourire un peu. Oui, un texte tout aussi pétillant. Allez à l'aéroport, écoutez un Boeing. Voilà de la musique intégrée dans les arts visuels, dans la sculpture, et ce n'est pas le cas unique, loin de là. C'est ce genre de manifeste, si vous voulez, qui cherche absolument à démystifier la présence de la musique trop complexe, un peu grise et monotone, pour quelque chose d'autrement plus vivant et pittoresque. Et contrairement à cette tendance où l'absurde et le pittoresque à sa place, il y a une autre piste, un autre courant qui se manifeste depuis le début du XXe siècle. Simultanément, la recherche des racines, du retour aux sources, retour à l'art archaïque, à l'art primitif,
est quelque chose qui provient des mêmes aspirations que ce dont nous avons parlé tout à l'heure, même si les moyens, la technique, le style sont tout à fait différents. Et je voudrais ici prendre comme exemple simplement un très bref texte d'André Jolivet qui nous met dans cette situation tout à fait spéciale qui est la redécouverte de l'art primitif. Je cherchais à rendre à la musique son sens originel antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire. Nous écoutions un extrait de Drumming de Steve Reich. Donc, je pense qu'on peut assister, quand on écoute Steve Reich, à l'association de l'art moderne et des arts primitifs. Du moins, c'est l'impression que l'on a. Drumming, justement, part des tambours parlants de l'Afrique noire. Je voudrais justement vous rappeler ici que nous avons déjà entendu Drumming dans une des premières émissions de la série précédente, Source de la musique occidentale, et dans ce contexte, nous le retrouvons de nouveau. C'est ce genre de transposition du principe rythmique répétitif aux moyens instrumentaux traditionnels de l'Occident que Steve Reich privilégie d'ailleurs comme tous les minimalistes dont il est un représentant les plus vivants, le plus original et le plus inventif. Donc, Drumming et les 3 extraits sont une transformation, je dirais, d'une subtilité extrême des rythmes de l'Afrique noire, dans un premier temps appliqués aux instruments de percussion, les tambours, et ensuite développés en intégrant la voix humaine qui imite les instruments, intégrant le glockenspiel, et dans le troisième extrait, l'ensemble se trouve intégré, nous donne l'impression d'une sonorité iridescente et constante, répétition incantatoire, le rituel magique s'y retrouve. La répétition est quelque chose de fondamental dans la musique des minimalistes. C'est un principe fondamental dans la musique tout court, c'est qu'il n'y a pas de forme musicale sans la répétition, sauf que dans le cas des minimalistes, la répétition est érigée en principe fondamental, en quelque sorte la raison d'être de ces œuvres. Et justement, ce principe répétitif des musiques primitives d'hier comme d'aujourd'hui est en quelque sorte la conscience, la retrouvaille, on peut le dire, de cette force de la musique originelle d'influencer l'état d'esprit, le niveau de conscience par les vibrations qui sont répétitives. Et le principe de répétition, parfois sous forme de variation, sous forme de transformation insensible,
influence directement et notre corps et toute la matière. Donc ici, il est simplement l'application d'un principe général, universel, appliqué à la musique et qui nous dit que ces vibrations nous permettent de retrouver un état de conscience qui, si il est dérivé de la musique, peut nous mener à un dépassement et de temps et de l'espace. On peut être minimaliste, mais par le fait même utiliser une matière riche et abondante. Voilà, alors je voulais justement vous donner un autre exemple de Steve Reich, cette fois-ci un ensemble instrumental traditionnel qui est basé sur le plan de la matière sonore sur 11 accords, mais dont la répétition rythmique et musicale donne l'impression d'une matière, d'une richesse tout à fait exceptionnelle. Ce qui semble assez paradoxal dans une musique qui se veut tourner vers l'avenir, c'est ce retour à la tradition et au passé. Pourquoi ? Une autre contradiction de la musique de notre siècle, c'est au fond le besoin de retrouver les racines, de retrouver son identité que les musiciens manifestent ainsi. Après l'austère dictature de la musique sérielle, de la musique post-sérielle également, il y a comme un besoin de se dégager du dogmatisme et des proclamations très rigoureuses, qu'il n'y a que le refus de l'héritage qui puisse mener vers quelque chose de nouveau, d'original et véritablement authentique pour l'esprit de son temps. Donc le retour vers le passé, c'est ce principe de la spirale qui continue. Et je mentionne justement que la spirale du temps se trouve parfaitement réalisée dans le devenir, dans le cycle de l'histoire de la musique. Le rappel que dans la nature, la forme spirale est une des constantes les plus marquantes, aussi bien au niveau de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mentionnons aussi bien les coquillages de Nautilus, les galaxies spirales, la spirale de ADN, de nombreuses fleurs, enfin la spirale à la fois forme physique mais forme mentale. Voilà pourquoi j'y reviens à ce passé qui nous permettra de comprendre à la fois les cycles de l'histoire la plus ancienne et d'entrevoir les pistes de l'avenir. Mais si nous revenons à ce retour au passé, au-delà du retour vers les cultures archaïques, il y a aussi une nostalgie de la musique médiévale. La musique médiévale qui connaissait justement comment peut-on dépasser le temps ou au moins nous donner l'illusion que le temps n'existe pas. Un de ces caractéristiques que, si vous voulez, parfaitement incarner dans une œuvre de Arvo Pärt, qui retrouve la mélodie ancienne, le chant grégorien, lui aussi répétitif, qui nous donne justement l'exemple comment peut-on intégrer, et de façon la plus sincère et la plus authentique qui soit, la tradition médiévale à la musique actuelle.
C'est un siècle donc fait de contradictions qui oscillent entre la tradition d'une part, mais aussi l'innovation. On l'a longuement mentionné, jusqu'à quel point l'innovation dans la matière sonore et dans la structure même des formes musicales était importante. Eh bien, je voulais ici m'arrêter quelques instants sur la piste d'innovation. La tradition, nous l'avons vu, ses retours et ses fidélités aux anciens sont marqués, mais l'innovation, où se situe-t-elle? Vous vous en doutez bien, elle commence avec Schoenberg et sa brisure avec la tonalité, pour se poursuivre jusqu'à nos jours dans l'œuvre de Boulez de manière explicite et je dirais vraiment marquante. Donc l'innovation, elle signifie en même temps la séparation, le divorce entre le musicien créateur et son public, qui ne comprend plus la rupture qui se produit et qui lui paraît tellement violente qu'elle semble inacceptable sur le coup. Donc lorsque Schoenberg a amorcé sa véritable révolution de la pensée musicale et de la création musicale, elle est en quelque sorte une nécessité historique absolue. On ne peut pas la contourner, peu importe les réactions du public, l'opinion des traditionalistes et d'autres pistes de recherche. Donc l'innovation signifie le risque de perdre le contact avec le public et pendant longtemps, de longues décennies, cette piste a provoqué plutôt des refus et des problèmes que l'adhésion et le contact avec les musiciens et le grand public en général. Cependant, après les années 45, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la piste schoenbergienne, celle de l'école viennoise, donc Schoenberg et Webern en particulier, comme si elle avait quelque chose qui répondait aux besoins profonds des musiciens créateurs pour qui la nouveauté de la pensée, de la composition musicale devenait essentielle. Donc c'est à ce moment-là que Schoenberg et son école devenaient un modèle d'inspiration, de pédagogie, de créativité tout à fait extraordinaire. Et nous savons bien qu'avec Messiaen et ses disciples, après les années 45, nous trouverons cette créativité développée dans la série intégrale, dont un des représentants les plus marquants sera Pierre Boulez. Et c'est vers Pierre Boulez que je voudrais vous amener. Pierre Boulez est tout un credo qui dit ceci. Tout musicien qui n'a pas ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est inutile, car toute son œuvre se place en deçà des nécessités de son époque. Voilà qui est dit avec détermination et avec une décision presque irrévocable. Pendant 2 générations au moins, donc, la piste dodécaphonique est la piste qu'on ne peut pas contourner. Tout musicien, tout compositeur qui se respecte devait en passer par là. Cependant, lorsqu'on a affaire à un dogme, quel qu'il soit, le danger de tomber dans l'académisme, dans le stéréotype, est inévitable et beaucoup de jeunes musiciens sont laissés prendre dans ce piège. Cependant, Boulez a réussi à la fois à réaliser des œuvres magnifiques dans le sens d'exploitation de la série intégrale, mais aussi dans le dépassement et la découverte de la liberté de ce qu'on peut faire effectivement avec ce nouveau langage. Cependant, il affirmait, et je dirais même jusqu'à tout récemment, que la création musicale de nos jours doit inévitablement passer par le refus de tout retour au passé. Voici un autre texte significatif de Boulez. Il faut éliminer absolument toute trace d'héritage dans le vocabulaire pour conquérir les 3 stades de l'écriture, auteur, rythme, timbre, de manière à en faire une synthèse absolument nouvelle. Mais il faut dire que ce sont là des déclarations de jeunesse. Boulez a-t-il changé? Oui et non. Il a changé dans cette ouverture d'esprit vers de multiples possibilités, de multiples courants qui existent.
Et d'autre part, il a maintenu sa propre ligne de conduite tout en lui accordant beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de liberté. L'exemple de l'œuvre musicale que je voulais vous proposer, c'est celui de Répond, et je pense c'est typique dans ce sens. Répond d'abord reprend la tradition de la musique médiévale, d'un échange entre les solistes et un ensemble ici instrumental, auquel il joint aussi un équipement électroacoustique. C'est un immense dialogue entre ces trois éléments, tout à fait dans le style de la musique médiévale, mais avec le langage musical où la série qui est encore présente est cachée de façon mystérieuse dans les accords qui sont à la base de cette œuvre. Donc une œuvre magistrale où l'ancien, le nouveau, la tradition et l'innovation se conjuguent de façon tout à fait exceptionnelle. Une autre marque de la musique du XXe siècle, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente et de plus en plus importante de la technologie. C'est tout à fait évident et justement dans le Répond, nous avons vu, nous avons entendu comment le musicien associe donc tout un équipement électroacoustique aux interprètes vivants, live, qui ont un jeu tout à fait intéressant à développer entre eux. Bien, ici, je pourrais peut-être rappeler brièvement que l'association avec la technologie de très haute envolée va donner une marque prédominante à la musique des dernières 3 ou 4 décennies. Effectivement, depuis les années 1945, l'invention technologique qui commence déjà par l'équipement du studio de musique électronique à Cologne jusqu'à nos jours sera une source d'invention des sons inouïs. C'est-à-dire que virtuellement tous les sons sont possibles en nous servant de ces équipements. Il suffit d'imaginer le genre de son qu'on veut entendre et ensuite pouvoir le modeler. Mais l'histoire commence par la tentative d'apprivoiser le son dans la musique concrète avec Pierre Schaeffer, Pierre Henry, qui ont commencé en France à manipuler les enregistrements sonores sur la bande magnétique et leur donner un traitement comme si le son était un objet, une sculpture à modeler. Donc l'histoire commence là, se développe depuis ces 40 ou 45 ans jusqu'à nos jours, jusqu'aux limites absolument insoupçonnées, insoupçonnables probablement, que la musique de l'avenir va être marquée par cette très haute technologie. Donc le changement de la conception même du son, le son qui est traité différemment que le son produit par un interprète et par le fait même de la manipulation technologique signifie que la présence de l'interprète n'est plus indispensable. Au contraire, le compositeur est au contact direct avec la matière sonore. Et c'est un donc des phénomènes tout à fait nouveaux
tout à fait en dehors des circuits traditionnels de la musique. Le compositeur crée, produit ses sons lui-même directement. C'est la première musique permanente de l'histoire de la musique. Et cela va même changer la notation musicale. C'est évident que ce genre de musique ne peut plus s'adapter à l'écriture musicale traditionnelle. Elle n'a plus rien à voir avec la graphie ancienne. Je dirais même que la notion même de l'œuvre musicale se transforme. Elle a déjà commencé à se transformer au début du XXe siècle. À vrai dire, une source de notre perturbation est que chaque œuvre musicale est un univers en soi. Mais je reviens à la graphie musicale et je voulais justement vous montrer ici un exemple de musique électronique. Cette fois-ci, c'est Ligeti Articulation, une des premières œuvres et l'unique œuvre électronique de Ligeti, dont la partition est, à vrai dire, une véritable œuvre d'art graphique. Moi, je me demande quel lien on peut faire entre l'élément visuel et l'élément sonore. Est-ce qu'il y a vraiment des correspondances? Oui, il y en a certainement. Depuis longtemps, on a cherché ces correspondances et on en parle en termes de synchronie ou de cette correspondance qui peut paraître plus ou moins subjective. Cependant, au-delà de ces correspondances des arts visuels et de la musique, il y a depuis Delacroix, donc au cœur du XIXe siècle, une aspiration à trouver une loi commune, universelle, qui serait valable pour la peinture autant que pour la musique. En quelque sorte, une analogie à cette recherche des lois unificatrices que les physiciens poursuivent comme une douce obsession de nos jours. Et si Delacroix était, sur le plan de la théorie esthétique, un instigateur, le XXe siècle a cherché à l'appliquer. Et ce n'est pas la moindre des correspondances que l'inspiration que la musique a donnée aux peintres lorsqu'ils ont quitté progressivement la figure pour entrer dans la peinture abstraite. Et c'est ce principe donc d'abandon de la représentation picturale pour l'abstraction qui correspond parfaitement à la musique elle-même. Nous l'avons déjà rencontré en parlant de la musique pure au temps de la sonate Que me veux-tu au XXe siècle. Elle est toujours actuelle. Le son pour lui-même, la couleur pour elle-même, et leur accord est celui de l'harmonie, des proportions harmonieuses, des vibrations harmonieuses. Je pense justement que ce serait utile de jeter un coup d'œil sur la peinture du XXe siècle qui a été directement inspirée par la musique, cherchant les modèles de forme et de relations
de couleurs dans le modèle musical. Un de ces premiers exemples, je vous propose ici Picabia de la première décennie du XXe siècle, avant d'en arriver au temps présent. Picabia, dans sa toile, la musique est comme la peinture, explicite, on ne peut pas demander mieux. Il s'agit d'une configuration qui est linéaire, inspirée directement d'un traité de physique, qui représente graphiquement l'action d'un champ magnétique sur les particules alpha, bêta et gamma. C'est justement une élaboration d'un tableau qui est tout à fait comparable à la composition musicale, et l'harmonie des couleurs comme des formes me semble tout à fait évident. Et c'est cela qui me permet aussi de souligner que dans le domaine de la coloration, dans le domaine de la peinture abstraite, je pense ici à Kandinsky autant qu'à Klee, cette manipulation de la couleur est basée sur le principe du rythme musical qui donne l'articulation de l'ensemble de ces compositions et qui porte souvent cette étiquette qui est purement musicale. Ce sont des relations des intervalles harmoniques où la couleur, les vibrations physiques de la couleur correspondent parfaitement aux vibrations acoustiques du son. La seule différence, à vrai dire, est celle de la perception que nous pouvons avoir de ces proportions et qui sont objectives en physique. Et dans le domaine de la couleur et dans le domaine du son, il s'agit bien des ondes qui sont simplement placées dans des registres de fréquences différents. Il y a un thème que je voudrais aborder comme thème privilégié des peintres, c'est celui de l'art de la fugue. La fugue comme principe de construction transposée de la musique au modèle visuel. La rigueur de la construction, la transcription sur le plan visuel est tout à fait étonnante. L'équilibre formel, le rapport des couleurs respecte les proportions harmoniques qui sont les principes universels de la beauté. Définissons brièvement la fugue, qui est d'abord une première voix suivie par une autre, en répétition, en réponse, en variation et contraste. C'est un jeu de lignes, des voix parallèles. Et nous le retrouverons dans Paul Klee, dans plusieurs œuvres de Paul Klee, notamment la fugue en rouge, qui justement le représente de façon magnifique. Dans ce jeu de deux couleurs, différentes nuances du rouge, la forme est à la fois celle d'un crescendo et décrescendo du même ton fondamental, mais dans un sens polyphonique ouvert, on pourrait dire rouge dans toutes ses modalités possibles. D'autre part, Kupka, la fugue en deux couleurs. C'est un autre thème. Rouge et bleu vont de pair. Encore la forme symbolique, échange, séparation, renversement, métaphore du mouvement. Une autre toile de Kupka, la cathédrale. C'est la musicalité des couleurs, c'est la fugue verticale. Nous l'avons déjà rencontrée auparavant. Il y a d'autres exemples plus récents de cette inspiration picturale, notamment de Valency de 1948, la fugue en jaune. C'est la musicalité de la couleur jaune également, avec des nuances et des proportions. Et peut-être une des plus suggestives, Weder, des années 1980, qui est une transposition de Bach, la suite pour orchestre numéro 3, le deuxième et troisième mouvement, l'air et la gavotte. Regardons-les. Le bleu-vert, d'une part, de la première, de l'air, où l'ombre et la lumière, le clair-obscur sont agencés de façon extrêmement précise. C'est littéralement une transcription picturale des proportions qui se trouvent dans la partition de Bach. Et la gavotte, sur le même principe, c'est un jaune dansant, de nouveau le clair obscur dans la structure rigoureusement calculée. Ce sont exactement les mêmes lois que la musique. Nous trouverons la même chose dans l'architecture, notamment dans celle de Le Corbusier, mais aussi celle de ses élèves à Brasilia, comme la cathédrale de verre. Et partout le principe des proportions harmoniques, du nombre
harmonique comme la clé de toute beauté, que ce soit dans les arts visuels ou de la musique. On peut faire donc la même analogie entre la musique et la science. Tout à fait. Et depuis le début de ce siècle, nous retrouvons la musique parmi les scientifiques encore comme une piste, comme un archétype, on pourrait dire. Le rappel très bref, la musique incarne de manière sensible un vecteur capital, à la fois dans la physique, dans l'astrophysique et bien sûr pour l'acoustique. C'est le vecteur onde. Tout est vibration, tout est onde dans la musique et dans la réalité physique. Ce qui signifie que ce vecteur appartient en même temps au temps et à l'espace. La musique réussit cette relation de façon magistrale et c'est par analogie au principe des vibrations sonores que Max Planck a trouvé ou développé sa théorie des quanta et que nombreux physiciens sont référés à la musique comme modèle et inspiration et archétype. C'est cela que je voudrais souligner. Justement, un texte d'un physicien allemand, Sommerfeld, qui nous donne justement la définition et l'explication de ces relations de la musique et de la physique. Ce que nous entendons aujourd'hui dans le langage des spectres est une véritable musique des sphères de l'atome, une harmonie et un ordre progressif au sein de toutes les multiplicités. Toutes les lois des nombres entiers régissant les lignes spectrales et l'atome découlent, en dernière analyse, de la théorie des quanta. Elle est l'ordre mystérieux sur lequel la nature joue la musique des spectres et dont le rythme gouverne la structure du noyau de l'atome. Eh bien, les photons sont le secret de la lumière. Les photons, les particules infiniment petites, et la lumière comme phénomène physique et comme phénomène symbolique se retrouve dans cette œuvre de Ligeti, Lux Aeterna. Immense fresque vocale qui est bâtie sur le principe de la polyphonie d'Orkheim, 15e siècle, et qui se développe d'une certaine façon autour des harmoniques supérieures, harmoniques inférieures, irradiant littéralement la lumière céleste sur le plan sonore comme sur le plan du texte et des symboles. Éternité, par la fluidité du temps, un rythme complexe mais toujours ouvert, le temps a disparu. Et d'autre part, lumière, irradiation du son. L'ensemble est justement ce symbole magnifique de ce que la musique peut apporter en associant les traditions les plus anciennes, la polyphonie 15e siècle, et la vision de la musique comme irradiation de la lumière et du son. Alors, au terme de ce parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Bien, d'abord, qu'il s'agit d'une époque qui est remplie de contradictions et que, à beaucoup de points de vue, rien n'est plus comme avant. La notion même de l'œuvre musicale n'est plus du tout la même. Il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau, d'abord dans le sens de la conception de l'œuvre qui est chaque fois une œuvre à part et une œuvre unique sans nécessairement tenir dans une ligne continue. La multiplicité des pistes qui ne sont pas cohérentes et où il est très difficile d'établir une cohérence, c'est cette diversité
qui est souvent déconcertante et qui est la marque prédominante de la musique de notre temps. D'autre part, les moyens technologiques qui ont modifié radicalement le visage, la composition, le principe même de la création musicale vont nous accompagner du début jusqu'à la fin et probablement déterminer le visage de l'avenir de la musique. Il y a les paradoxes qui également marquent la composition musicale, le style très organisé, rigoureusement rationnel de certaines musiques et d'autre part la dérision, l'irrationnel, le hasard, le happening, l'imprévisible. C'est l'introduction du principe de l'incertitude dans la musique comme dans les arts visuels qui va être valable. Il y aura le changement du rôle de l'interprète qui devra dépasser son stade de reproduction, de recréation plus ou moins attentive et fidèle à la partition. On lui demandera beaucoup plus, c'est tout à fait certain. Et au-delà de ça, des questions qui passent par l'absurde dans les arts comme dans la musique et qui cherchent une profonde sagesse dans l'association de la musique avec la science. Les modèles de la science et les modèles de la musique retrouvent les mêmes paramètres. Je crois que ça, ce sont des lignes de force qui sont radicalement marquantes pour notre époque. Mais à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui, où la musique s'en va-t-elle? Est-ce qu'on peut le dire? Eh bien, pour l'avenir, il se peut que nous ayons affaire en même temps à un courant fidèle à la tradition et des pistes innovatrices tout à fait imprévisibles. Il est fort possible que les deux vont continuer à exister et témoin encore la musique au présent. Dans le temps actuel, elle associe et accorde une très belle harmonie et au passé et à l'innovation et à l'avenir. L'exemple peut-être le plus frappant est celui de l'œuvre que je voudrais vous présenter en étape finale, c'est celle de David Hikes, Alléluia, basée sur la tradition archaïque du chant tibétain, de ce chant polyphonique qui sort d'une même gorge, d'une seule gorge humaine et qui nous amène vers des profondeurs de la psyché humaine insoupçonnées. Ce chant associé à la tradition médiévale du plein chant, profondément spirituel, profondément mystique. Il est l'exemple parfait. Comment peut-on faire la musique de l'avenir en associant la tradition et l'innovation? Et c'est ce chant-là qui va nous amener sur la piste d'Eurydice. Non, elle n'est pas morte. La musique et Eurydice resteront toujours associées parce qu'au fond, Eurydice ne peut pas se perdre. Il y a toujours eu une relation extraordinaire entre les deux et je pense que aussi longtemps que la musique cherchera l'harmonie en nous et autour de nous dans la nature, elle restera fidèle à Eurydice. Donc, l'avenir lui appartiendra.